Salut ici Maps! Alors, update lecture du mois de mars. Et cette année, j'ai essayé une différente façon pour approcher mes livres et j'ai choisi de faire des thématiques par mois. Janvier, c'était des ouvrages dans ma bibliothèque. Février, c'était des ouvrages avec une romance, des ouvrages romantiques. Et pour le mois de mars, eh bien, cette année, il y a la fête de Pâques. Donc, Pâques, c'est une fête religieuse, alors j'ai décidé d'y aller dans un volet historique. Et oui, pas plus compliqué que ça. Alors, et étrangement, en fouillant dans ma bibliothèque, parce que ça, c'est un de mes objectifs de 2018, de lire les ouvrages que j'ai ici, parce qu'il y en a énormément que je n'ai pas lus. Alors, en fouillant ma bibliothèque, je crois que tous les ouvrages que j'ai sortis pour le mois de mars sont des ouvrages historiques et étaient déjà dans ma bibliothèque. Alors, une pierre, deux coups, et je commence tout de suite. Pour commencer le mois de mars, je vais lire le livre Les Fous de Bassan, écrit par Anne Hébert. C'est pas un jeune livre d'ailleurs, vous pouvez peut-être pas voir, là, mais il y a comme la couverture qui est en train de perdre sa petite peau, là. Puis j'avais regardé et c'est un ouvrage de 1982, alors pas très jeune. C'est un endroit qui n'existe pas, qui est entre Cap Sec et Cap Sauvagine. Et il y a des bêtes à fourrure et à plumes, des oiseaux de mer et des poissons qui se multiplient à l'infini, jusqu'au jour que l'Esprit de Dieu se mit à planer au-dessus des eaux. Alors, hommes, femmes et enfants ont été jetés sur les routes depuis la Nouvelle-France. Ceux qui ont refusé l'indépendance américaine ont reçu du gouvernement canadien des droits de chasse et de pêche et la concession de cette terre qui se nomme Griffin Creek. Donc, il y a plusieurs familles, les Jones, les Brown, les Atkins et les McDonald, qui ont commencé à peupler ce petit village. Et les années ont passé et les habitants ont passé et il n'y a pas grand-chose qui s'est passé là, jusqu'au jour, en fait, un été, où il y a eu un petit drame. Deux cousines, Olivia et Nora Atkins, qui sont disparues le soir du 31 août 1936. Leur signalement sera donné à toutes les radios canadiennes et américaines, mais sans nouvelles, sans succès. Donc, dans cette histoire, il faut tenir compte du vent, de sa voix lancinante, de son haleine salée. Le vent a toujours soufflé trop fort sur la côte et ce qui est arrivé n'a été possible qu'à cause du vent, qui entête et rend fou, tandis que les oiseaux de mer emplissaient tout l'espace de leur clameur assourdissante. Quoi dire? Alors, à suivre. Deuxième roman beaucoup plus récent, Rue des Remparts de Micheline Lachance. En fait, c'était un cadeau de mes parents pour la journée de la littérature québécoise le 12 août 2017. Je suis pas si en retard que ça. Ça va? Alors, c'était cette année en plus, je viens comme de réaliser que ça fait même pas un an. Hey, je suis bien en masse correct. Alors, de quoi ça jase, ce livre-là? Et souvenez-vous que c'est toujours des livres avec une composante historique. Peut-être plus grande dans certains, peut-être moins dans d'autres, mais il y a cette petite composante d'histoire. Donc, ici nous suivons Geneviève de Lanaudière qui a un charme et un esprit qui font tourner les têtes de tout le monde au Québec. Elle traverse insouciante les années folles qui annoncent la fin de la Nouvelle-France. Pour rien au monde, elle n'aurait raté les mardis gras arrosés de l'intendant Bigot et les bals endiablés de sa maîtresse la Pompadour du Canada, où se nouent et se dénouent les liaisons coupables. Donc, pendant que la petite noblesse s'amuse, la guerre de 7 ans fait rage. À l'été de 1759, les bombes pleuvent sur Québec, mais Geneviève refuse de quitter la ville. À l'hôpital, elle prend soin des blessés, tout en laissant ses pensées errer vers les hauteurs d'Abraham, où ses êtres chers affrontent les troupes anglaises du général Wolfe. Elle l'ignore encore, mais sa vie va bientôt s'écrouler comme un château de cartes.
Donc, c'est Catherine de Beaubassin, son inséparable complice, qui, des années après, va raconter le destin brisé de Geneviève, qui est étroitement lié aux grandeurs et misères de son pays. Les fantômes du passé surgissent, cependant que Catherine ouvre la boîte de Pandore de sa mémoire pour livrer cette troublante confidence. Elle avoue même son impardonnable trahison quand, devenus rivales, les deux amis se sont disputés les faveurs du séduisant général Montcalm. Écoutez, il y a l'air de se passer beaucoup de choses dans ce livre-là, et je sais pas si je me trompe, mais il me semble que c'est une suite. Ce n'est pas juste un ouvrage unique, mais je ne suis pas certaine à suivre. Troisième ouvrage pour le mois de mars, La dernière valse de Mathilda, écrit par Tamara McKinley. Donc, ici, nous suivons Mathilda, 13 ans, qui fait ses adieux à sa mère parce que sa mère, elle vient de décéder. Donc, il y a quelques personnes qui sont autour de la tombe pour rendre dernier hommage à sa défunte mère. Un peu à l'écart, le père de Mathilda n'a qu'une hâte que tout cela soit terminé afin qu'il puisse vendre le domaine de Schurringa. Mathilda, elle, comprend que les choses ne seront plus jamais comme avant. 50 ans plus tard, Jenny découvre le journal intime de Mathilda. À mesure que progresse sa lecture, l'angoisse l'assaille. A-t-elle bien fait de venir s'installer à Schurringa? Par son atmosphère envoûtante, la force de ses personnages, cette saga australienne s'inscrit dans la lignée des chefs-d'œuvre de Colin McCullough. Donc, écoutez, moi, ça me donne vraiment envie de lire, même si c'est une bonne petite brique. Il y a quelque chose de vraiment intéressant qui m'attire de ce livre-là. J'aime beaucoup la couverture déjà. Je sais pas, il y a quelque chose de beau, mais d'épeurant en même temps. À suivre. Celui-là, avec un titre pareil, on ne peut pas passer à côté. Donc, le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaffer et Annie Burroughs. Oui, vous avez bien compris. Donc, nous sommes à Londres, où Londres se relève douloureusement des drames de la Seconde Guerre mondiale. Nous suivons Juliet Ashton, qui est un jeune écrivain, c'est marqué Juliet, mais comme J-U-L-I-E-T, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. Alors, compte ses admirateurs par milliers. Parmi eux, un certain Dalsey, habitant de l'île de Guernesey, qui évoque au hasard de son courrier l'existence d'un club de lecture au nom étrange, le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Alors, passionnée par le destin de cette île coupée du monde, Juliette entame une correspondance intime avec les membres de cette communauté et découvre les moyens fantaisistes grâce auxquels ses amis bibliophiles ont résisté à l'invasion et à la tragédie, jusqu'au jour où, à son tour, elle se rend à Guernesey. Pour Juliette, la page d'un nouveau roman vient de s'ouvrir, peut-être aussi celle d'une nouvelle vie. Écoutez, ça me donne envie, pas vous? Un autre ouvrage qui trahit un peu son âge, de 1988, Sous le ciel de Novgorod, Sous le ciel de Novgorod, de Régine Desforges. Donc, en arrière, ça dit pas grand-chose, une genre d'écriture comme quasi peu lisible. J'ai réussi à décrypter. Il était une fois une femme nommée Anne. Elle épousa un roi de France, Henri. C'était il y a fort longtemps, en 1051. C'est tout ce que je suis capable de décrypter et c'est tout ce qui est écrit à l'arrière. Donc, on va en savoir plus lorsque je vais le lire. En lisant la 4e de couverture de ce livre-là, je me suis demandé si je ne me suis pas trompée. On dirait que ça a un caractère un peu plus mystérieux que historique, mais bon, à suivre. Donc, ce livre-là, c'est Le chiffre de l'alchimiste de Philippe Kerr. On est en 1696. Le jeune Christopher Ellis, que l'on a surpris à livrer un duel illégal, est envoyé à la Tour de Londres pour servir d'assistant à Sir Isaac Newton.
gardien de la monnaie, est chargé par le roi d'enquêter sur un réseau de faux monnayeurs. Le tandem formé par le savant du grand renom et son assistant rusé et débrouillard va se révéler des plus performants. Au cours de leur enquête, ils découvrent un mystérieux message codé sur le corps d'un homme tué dans la tour du lion, ainsi que des symboles alchimiques indiquant qu'il s'agit là de tout sauf d'un meurtre ordinaire. D'autres meurtres sont commis et le duo se trouve entraîné entre la tour, l'asile de Bedlam et la prison de Newgate dans une poursuite qui débouche sur un complot beaucoup plus important qu'une simple affaire de contrefaçon. Ça a l'air quand même assez bon. Hein? À qui le dites-vous? Moi, je vous le dis. Celui-là, il y a eu une adaptation cinématographique, si je ne me trompe pas, et je crois que je l'ai vu. Écoutez bien la quatrième de couverture, ça va peut-être vous dire quelque chose. Donc, à 15 ans, Michael fait la connaissance d'une femme de 35 ans dont il devient l'amant. Pendant 6 mois, il la rejoint chez elle tous les jours et lui fait la lecture à haute voix. Cette Anna, mystérieuse, disparaît du jour au lendemain. 7 ans plus tard, Michael assiste au procès de 5 criminels parmi lesquels il reconnaît Anna. Elle se défend mal et est condamnée à la détention à perpétuité. Mais sans lui parler, Michael comprend soudain l'insoupçonnable secret qui, sans innocenter cette femme, éclaire sa destinée. Il la revoit une fois, des années plus tard. Il se met alors, pour comprendre, à écrire leur histoire et son histoire à lui, dont il dit « Comment pourrait-ce être un réconfort que mon amour pour Anna soit en quelque sorte le destin de ma génération que j'aurais moins bien su camoufler que les autres? » Oui, il me semble bien que j'ai vu ce film-là et qu'il était très bon. Il faudrait que je le regarde par la suite, mais j'ai vraiment hâte de lire le livre. Celui-là, je ne suis pas certaine si c'est un roman pur et dur parce que vous connaissez sûrement le film L'homme au masque de fer et je crois que c'est bien tiré de ce film-là. Donc, Le masque de fer de Jean-Christian Petit-Fils. Ce que je ne suis pas certaine, c'est que ça dit que c'est le dossier complet jamais présenté à ce jour des dernières découvertes sur le mystère le plus célèbre de l'histoire. Donc, c'est un examen méthodique des documents d'archives et l'auteur apporte à cette énigme les explications les plus incontestables. Puis, ça va au-delà de ça, il y a un mythe redoutable et maléfique, il y a la légitimité du trône et ce qui était dans ce temps-là de la monarchie, le mystère du pouvoir, les secrets du roi. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment affaire à un roman, je ne sais pas sous quel format ça se présente, mais c'est à suivre. Je suis un peu frileuse par rapport à ça pour le moment. Il m'en reste 2, parce que le mois de mars, eh bien, c'est un long mois. Ici, nous avons, c'est dur à lire l'écriture sur ces couleurs-là, La Maison du magicien de Mary Hooper. Donc, en Angleterre, à l'époque d'Élisabeth Ier, Lucy, une jeune gantière, rêve de trouver une place dans une maison de l'aristocratie et de pouvoir échapper ainsi à la tyrannie de son père. Voici que par un mystérieux tour du destin, elle est engagée chez le docteur Dee, magicien et conseiller personnel de Sa Majesté. Intriguée par l'étrange métier qu'exerce son maître, Lucy ne résiste pas à l'envie de satisfaire sa curiosité. Elle se retrouve alors dépositaire d'un terrible secret. Il en va de la vie de la reine. Et si je me trompe pas, c'est une trilogie. Je sais en tout cas que c'est pas un ouvrage seul. Alors, à suivre. Et le dernier ouvrage que je vous présente pour le mois de mars, lui aussi a eu une adaptation cinématographique. D'ailleurs, la couverture, celle-là a été rééditée en fonction du film Deux sœurs pour un roi de Philippa Gregory. Donc, nous avons 2 sœurs qui se nomment Anne Boleyn et Marie, et on est en 1522 à la cour d'Angleterre. Donc, elles ont 14 ans. Ben, Marie, elle a 14 ans. Et elle séduit le roi Henri VII, auquel elle donne 2 enfants.
D'abord éblouie par le souverain, elle comprend qu'elle sert d'appât au milieu des complots dynastiques. Quand l'intérêt du roi pour Marie s'estompe, eh bien Anne est chargée de le séduire. Donc désir, haine, ambition, trahison, ça se déroule sur 15 ans. C'est une fresque historique racontée à la première personne par Mary Boleyn, qui dépeint les rivalités au sein de la dynastie des Tudors, une histoire tragique. Anne, deuxième épouse de Henri VII, j'ai dit 7, mais c'est Henri VIII, et mère de la future reine Élisabeth I, connaîtra un destin funeste. Alors, je sais que j'ai vu des bouts de ce film-là, mais je ne l'ai pas vu au complet, ça c'est certain, et je n'ai pas porté beaucoup d'attention. Mais les cartes sont jouées, alors ça va être intéressant et divertissant, je le crois bien. Alors, voici mes lectures du mois de mars. Vu que le mois de mars, c'est 31 jours, j'ai beaucoup de lectures qui sont prévues. Si vous avez des suggestions pour moi, si vous avez des critiques, si vous connaissez ces livres-là, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. J'espère que vous allez avoir un beau mois de mars aussi. Si ça vous dit à vous d'entrer dans mon genre de challenge par mois, n'hésitez pas. Si vous lisez de belles choses, écrivez-moi là. Et sur ce, je vous souhaite de belles lectures.